Bonjour. Je vais me présenter rapidement. Je vais vous présenter un petit peu Télérama, mais pas comme je sais que vous avez fait un travail. Et une formation. Et ça vous embête pas. Et ma formation. Je vais vous parler un tout petit peu de Télérama, mais comme j'ai vu le questionnaire sur lequel vous avez travaillé, je pense que vous savez déjà pas mal de choses sur le titre. On gardera ça pour les questions si vous en avez. Et puis, je vais vous parler un tout petit peu de la presse en général, de l'état de la presse. Et je vais essayer de ne pas être trop longue pour qu'on ait le temps de discuter et que vous puissiez poser les questions sur les sujets qui peuvent vous intéresser. Moi je suis actuellement rédactrice en chef responsable du service télévision. Le service télévision à Télérama s'occupe de l'ensemble des pages programmes que vous avez pu voir, de toute la partie commentaires des émissions télé, mais aussi des pages qui sont les 5 pages avant les programmes, qu'on appelle nous les pages vitrines, qui sont des petits magazines à propos d'émissions de télé. Et les journalistes du service télévision, ça représente une quinzaine de journalistes, sont aussi les journalistes qui écrivent sur tout ce qui concerne la télévision dans le magazine. Moi, je suis à Télérama depuis très longtemps, parce qu'en fait, je suis entrée dans ce magazine en sortant de l'école de journalisme. J'ai donc un parcours où j'ai un diplôme de Sciences Po Aix-en-Provence, et ensuite j'ai intégré l'école de journalisme de Lille. C'est une formation sur 2 ans. En sortant de l'école de journalisme, j'ai eu la chance de faire mon stage à Télérama. Il faut dire que c'était le journal où j'avais envie de travailler, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir, dès ma sortie d'école, faire mon stage dans le magazine qui m'intéressait, et j'y suis restée. J'y suis restée en faisant différentes choses. D'abord, j'y suis entrée en tant que journaliste au service télé. Puis pendant quelques années, j'ai été détachée du service télé pour lancer un journal pour les enfants qui s'appelait Télérama Junior. Puis au bout de quelques années, j'ai réintégré le service télé en tant que chef de service, et je suis devenue, il y a 5 ans, la responsable du service télé. Voilà. Nous avons, pour ceux qui se destinent au journalisme, c'est vrai que moi j'ai tendance, mais si vous avez des questions on pourra revenir là-dessus, j'ai tendance à conseiller de faire une école de journalisme. Il y a bien sûr, parce que le journalisme c'est aussi quelque chose qu'on peut faire sans école. En ayant une bonne culture générale, en étant curieux, en étant vif et décidé et déterminé. Je pense que, et on peut même trouver dans la presse certains journalistes qui pensent que les écoles ont tendance à un petit peu trop formater, à définir des profils un peu trop semblables dans les jeunes journalistes qui arrivent après dans la profession. Moi, un des avantages que je vois aux écoles de journalisme, outre leur formation qui est quand même réelle, c'est aussi qu'elles permettent un accès un petit peu plus facile à la profession, justement par des systèmes de stage, et en permettant également de pouvoir découvrir certains titres par le biais de stages, et une entrée que je trouve moi plus facile dans le milieu de la presse. Voilà. Donc le magazine dans lequel je travaille, donc vous l'avez un petit peu regardé, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans des familles qui lisent Télérama. C'est un magazine qui existe donc maintenant depuis plus de 60 ans, qui a beaucoup évolué au fil des années. Et c'est vrai qu'on est là dans la période le dernier numéro était un numéro de nouvelle formule,
c'est-à-dire que ça correspond aussi pour les journaux à la nécessité de se renouveler, et de se renouveler en partie parce que tous les journaux ont un questionnement par rapport à la lecture de la presse chez les nouvelles générations, c'est-à-dire en fait par rapport à vous notamment, et beaucoup de journaux voient leur lectorat vieillir et sont dans un questionnement sur comment ce que nous proposons peut intéresser des générations, les moins de 20 ans, les 20-30 ans, qui sont actuellement identifiés comme de petits lecteurs de presse. Mais vous allez peut-être me détromper parce que tout le monde ne rentre pas dans les statistiques. Et c'est vrai que le travail est un travail important au sein des rédactions, qui est une réflexion sur comment on garde le même niveau d'exigence éditoriale en facilitant peut-être l'entrée dans certains articles, en facilitant, en allant plus au devant du lecteur, qui est maintenant un lecteur qui est aussi un internaute, qui est dans des arbitrages un petit peu difficiles sur son temps de loisir et sur le temps qu'il consacre aux médias en général. Sur les dernières études qui sont sorties, on s'aperçoit qu'un internaute actuellement consacre 27% de son temps à la consultation sur son téléphone mobile. La consultation de la presse sur un support papier ne cesse de diminuer. Donc évidemment, tous les titres sont dans une réflexion par rapport à ça, et sont dans une réflexion aussi sur la façon de proposer de l'information sur un support qui ne soit plus forcément uniquement un support papier, mais qui soit aussi un support multimédia. C'est pour ça que Madame Lyon le disait, on a eu à Télérama le souci avec cette nouvelle formule d'avoir également une nouvelle formule de notre site et d'aller proposer d'autres types d'informations d'une manière plus complémentaire sur le site par rapport à ce qu'on propose en édition papier. C'est vrai que Télérama, comme beaucoup de journaux, a aussi une version iPad, a des applications pour mobile. Donc tout ça relève de la même réflexion sur comment proposer d'autres services pour répondre davantage aux besoins et aux envies et aux attentes des lecteurs. C'est vrai que le contexte général de la presse, c'est un contexte difficile. On sait que par rapport à... En fait, pour prendre deux chiffres... Excusez-moi. Je vous en prie. Pour prendre deux chiffres peut-être un peu marquants, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il se vendait 6 millions d'exemplaires chaque jour de quotidiens nationaux, et il y avait 26 quotidiens nationaux. Aujourd'hui, on en est à la moitié en nombre d'exemplaires et à un nombre bien inférieur en nombre de journaux quotidiens. Donc dans ce contexte-là, la presse doit se montrer extrêmement inventive. Et les modifications, les bouleversements qui sont produits ces dernières années l'ont potentiellement fragilisé pour deux raisons. D'une part, et là votre génération est très concernée, on a pris tous, à différents degrés, l'habitude d'avoir un accès gratuit à beaucoup de choses, évidemment à la musique, aux images, mais également à l'information. Les journaux sont allés dans ce sens pour ne pas perdre d'audience, c'est-à-dire ont très largement ouvert leurs sites. Les sites d'information sont dans leur grande majorité des sites gratuits, et donc la presse s'est retrouvée dans cette situation extrêmement paradoxale de proposer quasiment les mêmes informations, d'un côté sur le papier en le faisant payer, et de l'autre côté sur leur site en l'offrant gratuitement. Donc évidemment, quand on prend l'habitude, quand on
on peut assez naturellement penser qu'à information, si on a le sentiment qu'on a accès à des informations équivalentes, on va plutôt les chercher de manière gratuite plutôt que de s'obliger à les payer pour y accéder. Or, l'information a un coût de production élevé. Faire une information de qualité, ça coûte de l'argent. Ce sont des rédactions avec des journalistes et d'autres corps de métier. Un magazine comme Télérama, qui est un magazine qui a une diffusion d'à peu près 650 000 exemplaires, 650 000, 680 000, et qui sort donc à un rythme hebdomadaire. Ça représente 140 salariés. Parmi ces 140 salariés, environ 120, alors je vais dire carte de presse, c'est-à-dire qu'il y a les journalistes rédacteurs, et puis il y a tous les métiers qui dans la presse ont une carte de presse, comme les maquettistes, les secrétaires de rédaction qui relisent les articles, font les titres, ce qu'on appelle les chapeaux et les légendes. Mais aussi les documentalistes dans les titres de presse. Donc tous ces salariés-là sont titulaires d'une carte de presse, sont comptés comme journalistes, même s'ils ne sont pas rédacteurs d'articles eux-mêmes. Donc toutes ces équipes représentent évidemment un coût de production pour les journaux, et il est évidemment extrêmement difficile pour le journal de ne pas faire payer cette information. D'autant que, vous savez tous que nous sommes dans une période de crise économique et que donc les recettes publicitaires qui étaient pour certains titres des recettes extrêmement importantes, qui parfois pour certains journaux, les recettes publicitaires représentaient plus de la moitié de leurs revenus. C'est-à-dire que certains titres de presse avaient une partie de leurs revenus liée à la publicité qui était plus importante que la partie de leurs revenus liée à la vente de leurs titres. Évidemment, ces budgets publicitaires ont eu tendance à vraiment décroître. Pour prendre un exemple, par exemple, un titre comme le quotidien Le Monde, qui est le quotidien qui est dans le même groupe que Télérama, entre 2000 et aujourd'hui, ses recettes publicitaires ont été divisées par 2. Donc il gagne en fait en revenus liés à la publicité, il gagne 2 fois moins d'argent, ce qui a été évidemment un problème majeur pour le titre, parce que en même temps, pendant la même période, pendant cette même décennie, ces charges n'ont pas diminué. Et ça s'est soldé pour le quotidien, qui n'est pas le quotidien en moins bonne santé de toute la presse française, par 2 plans de départ, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment par 2 fois réduire les effectifs pour faire face à cette diminution de la publicité, alors que les ventes elles-mêmes avaient tendance à s'éroder un petit peu. Donc ça, c'est un contexte général de la presse qui est un secteur qui est, j'allais dire, condamné à se réinventer. Alors il se réinvente, il tente de se réinventer de différentes façons. On a cru sur l'année précédente que par exemple les tablettes avec les applications, tout ce qui les versions numériques sur iPad seraient un débouché important pour la presse. Après une grosse année d'expérience, il s'avère que c'est moins vrai qu'on le pensait, et que en tout cas pour l'instant ce que les journaux ont pu proposer sur iPad est encore trop proche de ce qu'on peut trouver en papier pour que manifestement ça suscite vraiment un intérêt et un engouement de la part des lecteurs potentiels. Un certain nombre de titres réfléchissent, et on est plutôt dans ce mouvement-là, à basculer une partie de leur site en accès payant. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans un mouvement, et on l'a vu d'une manière plus coercitive avec la fermeture de Mega Upload. On est vraiment dans
ça, je vois des petits sourires, le traumatisme est encore important. On est plutôt dans un mouvement où la gratuité est vraiment remise en question. C'est-à-dire que ce soit les industries du divertissement, la télévision, la musique, et donc aussi tout ce qui concerne l'information, on ne peut pas produire une information ou des programmes ou des choses de qualité dans un système de gratuité totale. On n'a pas trouvé de modèle économique qui permette de compenser l'acte d'achat des utilisateurs, des lecteurs, des consommateurs. Donc, concernant la presse, on voit les journaux commencent à faire machine arrière et commencent à basculer une partie de leur site en site payant, ce qui est la seule façon de trouver un modèle économique. Et pour les sites qui ce qu'on appelle les sites pure player, qui se sont développés uniquement sur le numérique, même si certains ont pu trouver un équilibre économique, je pense notamment à Mediapart, avec un système d'abonnement qui est un site qui n'est pas en déficit actuellement. C'est un site qui vient tout de même d'annoncer la recherche d'actionnaires, c'est-à-dire le besoin de se refinancer dans les années qui viennent pour pouvoir continuer à produire une information qui, en plus dans le choix qui est fait par Mediapart, est une information en partie d'investigation, c'est-à-dire un travail d'enquête qui demande du temps et a un coût assez élevé dans sa production. Voilà. C'est aussi pour cette raison que sur les dernières années, on a vu énormément de mouvements au sein des groupes de presse. C'est-à-dire que beaucoup de groupes de presse ont fusionné. Ça a été l'expérience que l'on a vécue à Télérama, puisque Télérama était un groupe de presse, Télérama appartenait à un groupe de presse indépendant qui était les publications de la vie catholique. On a longtemps été voisins du lycée Fénelon, puisque la maison mère était boulevard Malesherbes. Et c'est là que les titres ont été fondés. En 2004, l'ensemble du groupe des publications de la vie catholique, donc Télérama, ont été rachetés par le groupe Le Monde, qui détient principalement le quotidien. Et l'année dernière, le groupe qui était un des derniers groupes de presse indépendant sans être adossé notamment à un industriel, a connu de telles difficultés financières qu'il a dû accepter l'arrivée de nouveaux actionnaires. Et donc maintenant, le groupe Le Monde est détenu par un trio d'actionnaires, Pierre Berger, Mathieu Pigas qui est un banquier, et principalement Xavier Niel qui est le patron de Free. Et donc c'est un groupe de presse qui maintenant est adossé à un secteur industriel qui gagne beaucoup plus d'argent que l'activité presse. L'activité presse étant maintenant considérée comme une activité relativement peu rentable au regard d'autres secteurs d'activité. Voilà. Je vais peut-être cesser de vous assommer avec les données générales. Si vous voulez qu'on ouvre les questions, et si certains d'entre vous ont des questions plus particulières à poser, je serai ravie d'y répondre. Oui. Vous avez dit que les journaux gratuits étaient en difficulté financière, mais par exemple les journaux qui dirigent les gens, alors, quand vous trouvez dans le train, ils gagnent leur... Oui, alors les journaux gratuits, ça a été...
je viens depuis plusieurs années faire des interventions, une fois par an, à la demande de Madame Lyon. Et c'est vrai que le thème des journaux gratuits a souvent alimenté nos conversations parce qu'on les a vus arriver il y a quelques années et ça a été une très grande frayeur pour la presse payante. On s'est dit, bon, forcément, la presse payante ne résistera pas face à une offre d'information gratuite. Et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. La presse gratuite a énormément aspiré la publicité. Et donc les journaux payants ont vraiment senti des pertes de revenus publicitaires, car les annonceurs sont reportés sur les gratuits qui avaient une audience immédiatement plus importante, puisqu'ils étaient distribués en large nombre. Il se trouve qu'avec le recul maintenant que l'on a sur ces titres gratuits, on voit qu'il ne suffit pas de proposer des journaux gratuitement pour faire fortune. Et la situation financière de la presse gratuite est assez variée. Donc un titre, par exemple, comme 20 minutes est un titre à l'équilibre, qui maintenant est même rentable, mais certains titres, par exemple Métro, sont toujours en déficit. Parce que également ces journaux-là, en ne misant que sur la publicité, sont extrêmement dépendants de la situation, de la conjoncture économique. Et en période de crise comme actuellement, les annonceurs revoient à la baisse leur budget. Et quand pour un titre gratuit dont la publicité est la seule source de revenus, à ce moment-là, les revenus chutent sans avoir de possibilité d'autres formes de ressources. Donc ce sont des titres qui sont plus vulnérables qu'on ne l'avait imaginé au départ. Il y a sûrement d'autres raisons. Je voudrais leur demander leur avis par rapport à la presse payante, que j'imagine vous ne lisez pas. Je sais qu'ils ne lisent pas le Monde, par exemple, ni Libé, ni des journaux, ni des Figaro. Mais mettez-vous quand même un peu dans la peau de c'est moi qui parle, d'adultes. Vas-y. Il y a beaucoup plus d'informations. Un direct matin, ça ne suffit pas pour savoir dans l'actualité. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'il y a, c'est très superficiel et ça ne donne pas, ce que vous venez de dire d'ailleurs, des analyses de fond avec investigation, avec recherche pour lesquelles tu te retournes et t'arrêtes. Il faut payer des journalistes conséquents. Moi je vous pose à vous la question, puis vous aurez sûrement de mon point de vue, donc superficiel et personnel et pas un point de vue étayé, on a le même type d'information dans la presse, dans la presse gratuite, c'est-à-dire des petits articles de rien du tout, que celle qu'on peut chercher sur Internet rapidement. Je veux dire, moi, quand j'ai besoin d'avoir une information solide, j'ai besoin de passer par la presse papier qui développe et qui enrichit plus, j'ai très mal dit ce que je voulais dire, qui enrichit plus la réflexion. Je veux dire que si j'étais à votre place, à votre âge, je cherche sur Internet ce qui est vite fait, bien fait. Et je cherche sur la presse papier ce qui est conséquent. Voilà. Est-ce que ce que je dis est confirmé parce que vous savez, vous, professionnellement, évidemment? Alors, de mon avis, je confirme votre constat. On le voit, c'est-à-dire ce qui est proposé dans la presse gratuite, c'est une information rapide, assez superficielle. Donc moi, je me dis que c'est une version papier de ce qu'on peut, de certains flash infos, oui, ou de certains journaux télévisés, c'est-à-dire on va à l'essentiel, on ne s'appesantit pas, il y a très peu d'analyse, on reste très factuel, très sur le compte-rendu des faits. Il y a un problème, moi je pense, en termes d'information, il y a un problème de fond, c'est que ces journaux, quand ils n'ont pas suffisamment de publicité, ne paraissent pas. Donc leur parution n'est pas liée à l'importance de l'actualité, mais si
s'il n'y a pas suffisamment de publicité, on arrive le matin, le journal n'a pas été imprimé, que l'information et que l'actualité soit riche ou pas n'est pas un critère déterminant. Donc, est-ce que la vraie question, c'est presse papier, presse électronique, et l'autre point, c'est presse payante, pièce gratuite. Presse gratuite, là, je crois que vous avez bien cerné. Hein, bien oui, alors pour la... Mais est-ce que, je m'excuse d'être clair pour les élèves, est-ce que la vraie question, c'est lire des journaux écrits ou aller voir sur Internet et sur vos téléphones mobiles, etc. Ou est-ce que c'est une vraie question finalement? Ou est-ce que c'est pas une qualité d'information qu'on cherche et dont on a besoin, et selon, et on ne dort pas s'il te plaît, et selon le public qu'on est? Oui, c'est-à-dire moi, je pense que ce qui est déterminant, ce sont les moyens alloués pour produire cette information. Et donc, c'est ce que je vous disais, pour l'instant, on ne sait pas produire une information riche, de qualité, avec enquête et analyse, gratuitement. Donc, ça a un coût de production, et donc on est plutôt dans le domaine de l'information payante. Après, moi j'ai tendance à penser, on annonce assez régulièrement la mort de la presse papier. D'abord, elle résiste pas si mal que ça. On voit que les ventes de certains titres connaissent un peu d'érosion, mais certains titres sont en progression. Libération aujourd'hui fait sa dernière page en remerciant ses lecteurs et en rappelant qu'ils ont gagné 10% de lecteurs sur l'année qui vient de s'écouler. Donc finalement, toutes les situations ne sont pas désespérées. Et puis je pense que quand on est, comme nous tous, à une époque qui est une époque vraiment de bouleversement technologique, la vraie valeur, c'est la valeur de l'information riche et vérifiée. Après, son support va évoluer et évolue en fonction des attentes, des pratiques de ses lecteurs. C'est l'enjeu pour un certain nombre de titres payants, justement, de développer des sites, de développer des applications, de développer une façon de transmettre à leurs lecteurs une information de qualité sur des supports numériques qui soient plus adaptés à leur mode de consultation. Mais je pense que ce qui est important, me semble-t-il, pour des lycéens comme vous, c'est utiliser les bons critères, c'est-à-dire quand vous cherchez sur Internet, avoir suffisamment de connaissances et suffisamment d'outils, de maîtrise des outils de recherche pour pouvoir faire un tri entre les différentes informations. Toutes les informations ne se valent pas. Tous les émetteurs d'informations n'ont pas les mêmes règles, notamment déontologiques, ou les mêmes règles professionnelles dans la fabrication de l'information. Et c'est vrai que moi j'ai la faiblesse, mais je dirais que c'est une déformation professionnelle, j'ai la faiblesse de penser que sur un certain nombre de titres de presse, il y a un engagement de qualité et d'exigence qui fait la différence dans l'information qui est apportée. On s'est beaucoup amusé d'ailleurs en préparant l'autre jour avec le groupe avec lequel je travaillais sur la couverture de Télé 7 jours et celle de Télérama et celle du Monde. Je crois qu'ils sont vraiment tout à fait conscients de la différence on ne parlera pas de qualité ici, mais aussi de la qualité de l'information, de la qualité de l'information et du niveau intellectuel du journal. Et même, ils avaient décrypté la façon dont étaient composées les images, la couleur et tout. Je pense que ce qui est au cœur des réflexions de la presse actuellement, c'est que si l'on demande à un lecteur de faire un acte d'achat, de payer pour une information, alors qu'il peut avoir le sentiment que des tas d'informations sont disponibles gratuitement, en accès libre partout, ça se fait je pense, de plus en plus sur un contrat de confiance. C'est-à-dire l'engagement du titre de presse auprès de son lecteur
de mobiliser des ressources, des moyens pour traiter cette information, de lui apporter une information fiable, vérifiée, d'être un gage, alors je ne trouve pas d'autre mot que de qualité, on voit bien comment ça se passe, d'avoir, comme c'est le cas maintenant dans un certain nombre de titres, une charte déontologique, c'est-à-dire d'affirmer un certain nombre de principes par rapport au traitement de l'information et par rapport à la façon dont on va aborder et traiter cette information. Et je pense que tout ça, ce sont des paramètres indispensables si on veut que la valeur de l'information soit reconnue, c'est-à-dire que le lecteur soit prêt à payer comme garantie de cette qualité-là. Sinon, effectivement, il y a des petites informations partout, plus ou moins fiables, plus ou moins bien traitées, mises sans perspective, qui sont disponibles gratuitement à tout moment. Oui. Pourquoi l'information devrait être payante? Alors, elle devrait être. Oui, mais elle doit vraiment. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que ça a un coût. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une information? On passe, les journaux, y compris les journaux les titres qui ont l'habitude de traiter de l'information, ont par exemple été beaucoup bousculés avec Internet et l'ouverture de sites dans leur... par exemple, comme un magazine comme Télérama est un magazine hebdomadaire. Donc on avait l'habitude traditionnellement de travailler sur un rythme hebdomadaire. On fait les choses sur une semaine, elles passent très vite. Parfois c'est un petit peu tendu, mais en même temps, on sait qu'on a la semaine pour traiter l'ensemble des informations qu'on souhaite traiter. Quand on a ouvert, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, mais c'est allé en se développant et en s'accélérant, quand on a ouvert notre site, cette rédaction qui avait une culture, on va dire, d'hebdomadaire, s'est retrouvée confrontée à une culture j'allais dire, même pas de quotidien, c'est d'une culture de l'instantané. L'information doit arriver en permanence sur le site parce que ça sort partout ailleurs et que si on veut que l'internaute se dise oui, ils sont aussi rapides à m'informer que d'autres titres, il faut qu'on ait cette culture de l'immédiateté. Et ça, on a bien mesuré à quel point c'était compliqué, mais ça, j'allais dire, ce n'est pas un souci c'est un souci pour les journalistes, ce n'est pas un souci pour les lecteurs. Mais à quel point aussi, dans cette immédiateté, on pouvait mal faire son travail. Se planter, carrément. Et voilà. Et à quel point, même quand on est un journaliste professionnel, avec un certain nombre de réflexes par rapport au traitement de l'info, il y a des risques d'erreur, il y a des risques de fausses informations. Et ce coût de l'information, pourquoi on est obligé de payer? On est obligé de payer parce que une information, c'est pas simplement quelque chose qu'on entend et qu'on réécrit. Parce qu'on entend toutes sortes de choses qui sont fausses. Et donc une information, pour que ça devienne quelque chose d'utile pour le lecteur, c'est une information qui a besoin d'être traitée, qui a besoin d'être vérifiée, qui, si possible, a besoin d'être analysée. Quand je dis analyser, ça ne veut pas dire le journaliste va vous donner son opinion et va vous dire ce qu'il faut penser. Ça veut dire avoir des connaissances suffisantes du domaine pour pouvoir mettre l'information en perspective. Ce qui n'est pas mettre en perspective, n'est pas donner son opinion, mais donner toute cette sorte d'appareillage autour de l'information qui va permettre à celui qui la reçoit, le lecteur, de la traiter convenablement. C'est-à-dire que cette information puisse avoir un sens et qu'il puisse en avoir une utilité, c'est-à-dire que ça puisse faire sens pour lui, que ce ne soit pas simplement l'addition d'un certain nombre de faits. Finalement, ce que vous faites dans votre scolarité, qui est acquérir les outils d'analyse, la connaissance, la culture générale, qui est acquérir toutes ces capacités, toutes ces compétences qui vous permettront d'être
d'être, j'espère pour vous, un individu épanoui, mais d'être aussi un citoyen éveillé par rapport au monde qui l'entoure. Et tout le travail d'information est un outil de plus apporté à votre compréhension du monde. Et on ne sait pas le faire bien et d'une manière utile, vérifiée et enrichie gratuitement. Parce que pour bien traiter une information, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui passe un coup de fil, 2 coups de fil pour vérifier, qui ait fait un travail d'enquête. Les journalistes travaillent généralement, sont spécialisés par domaine, travaillent avec ce qu'on appelle un carnet d'adresses, c'est-à-dire aussi des interlocuteurs réguliers avec qui ils s'informent du secteur, donc pour avoir une connaissance la plus fine possible. Et tout ce travail qui est fait et qui finalement est un travail qui peut être d'une certaine façon relativement invisible, au moment où on ouvre son journal, on n'imagine pas que ça a demandé parfois... Quand je relis par exemple une enquête d'un journaliste de Télérama sur une enquête donc sur mon secteur qui est la télévision, parfois il y a 3 interlocuteurs dans l'article qui sont cités, mais je sais que le journaliste en a vu 15. Donc il y a tout un travail qui est un travail nécessaire, qui prend du temps, qui a donc un coût, qui n'apparaît pas forcément, mais qui est important pour arriver à donner une perspective et du sens à l'information qu'on cherche à transmettre. Réponse un peu longue. Juste une question. D'un point de vue financier, est-ce qu'une entreprise a plus de risques de faire un quotidien qu'un hebdomadaire? Alors, un quotidien, c'est vrai qu'actuellement en France, d'abord une des spécificités de la France par rapport à d'autres pays, notamment par exemple par rapport à l'Angleterre, enfin à des pays qui peuvent être comparables, c'est que la France a une presse magazine extrêmement développée. Nous sommes, au regard des pays européens ou même certains pays occidentaux, nous sommes un pays avec une lecture relativement faible des quotidiens, mais une lecture très importante des magazines. On n'a même pas idée, il se trouve qu'à l'occasion de la sortie de la nouvelle formule de Télérama, l'équipe de marketing de Télérama est allée à la rencontre notamment des kiosquiers pour les sensibiliser à cette nouvelle formule. Et la responsable du service marketing, qui nous faisait un compte rendu, nous disait qu'il y avait en moyenne, chez un marchand de journaux en France, 3000 titres référencés. Évidemment, on n'a absolument pas cette impression-là, mais quand vous rentrez chez un marchand de journaux, il a 3000 titres en moyenne. Alors pensez au nombre de journaux que vous lisez effectivement. Moi j'en lis régulièrement et encore comme je suis journaliste, je pense que j'ai plutôt tendance à en lire plus que le français moyen, mais évidemment nous ne lisons pas même pas un dixième de ce qui est disponible en presse magazine en France. C'est un marché extrêmement large et les quotidiens sont particulièrement lourds à fabriquer parce qu'ils ont, pour soutenir le rythme quotidien, ils ont besoin de rédactions relativement importantes. C'est-à-dire que la rédaction d'un quotidien comme le Monde, c'est environ 250 journalistes. Donc des charges en personnel et en rédaction qui sont des charges importantes, alors que ce sont des titres qui ont des tirages relativement modestes. C'est-à-dire les quotidiens sont entre 100 000 et 300 000 exemplaires, alors que les news magazines, par exemple, sont plutôt autour de 400 000, 500 000 exemplaires. Télérama, je vous ai dit, Télérama est dans une situation un petit peu particulière parce qu'il est à la charnière, en tant qu'hebdomadaire de télévision, il est tiré par sa fonction de consultation des programmes,
mais en même temps, il a aussi une prétention de magazine d'actualité par rapport à l'actualité culturelle, qui le range aussi du côté des magazines d'actualité. Et il a un tirage intermédiaire, c'est-à-dire un petit tirage au regard de la presse télé. La presse télé est vraiment une presse qui a les traits forts avec certains titres de la presse féminine. Ce sont vraiment les gros tirages de la presse française, où on peut être à 2 millions d'exemplaires pour certains titres. Et les magazines d'actualité sont, eux, entre 300, 450 000 exemplaires. Donc, juste pour répondre vraiment à la question, il est plus facile, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément facile, d'amener à l'équilibre, voire d'avoir une exploitation rentable pour un titre de magazine que pour un titre de presse quotidienne. Un journal comme Télérama, qui a fait de gros efforts de rentabilité ces dernières années, c'est un journal qui a un résultat de 5 millions d'euros par an, qui nous permet aussi de réinvestir dans nos développements. Et le principal réinvestissement des résultats en développement, c'est un réinvestissement sur le secteur numérique pour nous permettre d'apporter l'information à des lecteurs plus jeunes, à des lecteurs qui ont d'autres pratiques que le magazine papier. On est futur journaliste. Mao, tu as une question? Kylian, oui, pardon. Moi, journaliste, est-ce qu'il peut y avoir des contacts ou pas pour sortir? On sort de l'école et on peut trouver facilement. Alors, moi, c'est une très bonne question. Oui. Mais c'est prêt au fur et à mesure. Oui. C'est vous qui savez. Alors, d'une part, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les écoles, par le système de stage, favorisent la découverte d'un certain nombre et l'entrée dans la profession. Alors, moi, je sais que je suis confrontée à cette question en tant que responsable de service, c'est-à-dire que je reçois énormément de demandes de stage, plus que je ne peux pas répondre favorablement à toutes les demandes. Ce qui est sûr, c'est que à mon niveau, moi, j'essaie de prendre en stage des personnes que je ne connais pas. Parce que moi, quand j'ai commencé dans ce métier, je ne connaissais personne qui travaillait dans la presse. Et donc, j'estime que j'ai bénéficié d'un système où j'ai pu faire mes débuts dans la profession sans avoir quelqu'un de ma famille qui pouvait appeler quelqu'un de sa famille, qui pouvait appeler son voisin et qui pouvait me faire entrer dans la presse. Et que donc, en retour, il est important de répondre à un certain nombre de demandes sans qu'elles soient liées à la recommandation d'un tel ou d'une telle. Donc ça, c'est important. Après, quand je disais le journalisme fonctionne aussi par réseau, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'indispensable qu'on pratique. C'est une des, des obligations du journaliste, c'est d'avoir des sources. C'est-à-dire que sa capacité à traiter d'une manière originale, intéressante, pertinente les informations dépend des interlocuteurs qu'il peut avoir. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'interlocuteurs fiables, de sources fiables non institutionnelles, il est totalement dépendant du système de communication qui est organisé. C'est-à-dire que maintenant, moi je travaille sur le secteur de la télévision, les chaînes, donc je traite des informations qui émanent notamment des chaînes de télévision qui sont surorganisées avec des systèmes de presse, de services de presse, d'attachés de presse, et donc qui ont l'habitude de pré-mâcher toutes les informations pour que les journalistes les reprennent, si possible, telles qu'ils ont envie qu'on les reprenne. Donc évidemment, le métier et le principal travail du journaliste, s'il a l'intention de travailler d'une manière
conforme à une certaine ambition professionnelle, c'est d'échapper le plus possible à cette information qu'on lui livre clé en main pour en avoir un véritable traitement journalistique. C'est-à-dire en gros de ne pas se contenter de reprendre la communication des chaînes, mais vraiment de faire un traitement personnel et une analyse personnelle de l'information. Et ça, ça demande un réseau, c'est-à-dire ça demande de rencontrer régulièrement un certain nombre d'interlocuteurs pour être en confiance et pour qu'à un moment donné, on puisse se parler, comme les journalistes aiment bien dire, en off, c'est-à-dire souvent dans les interlocuteurs qu'on rencontre, il y a ce qui est dit en on, c'est-à-dire que ce que l'interlocuteur accepte que l'on reprenne officiellement de ses propos, et ce qui est dit en off, c'est-à-dire les choses qu'il vous dit pour vous aider à mieux comprendre, mais qu'il n'a pas envie de retrouver dans sa bouche citées dans l'article. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire avoir pour un journaliste un réseau, un carnet d'adresses, des personnes qu'il peut appeler, qui sont des interlocuteurs de confiance, qui vont lui parler en acceptant de ne pas être simplement dans la langue de bois et dans le discours officiel de la communication, ça fait vraiment partie de son travail. Bon, je vous êtes attendu à l'entrée. Hein. Donc vous y allez. Mais j'ai une question qui concerne la formation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Merci madame, au revoir. Ah oui, vous rangez les chaises là, comment ça ranger, s'il vous plaît. Oui, je voulais vous demander. En fait, souvent les élèves posent la question pour ce type de métier s'ils ont intérêt à faire une exception ES, ça c'est une première question. Vous savez répondre ou pas? Vous pouvez répondre aussi. Je pense que les deux sont possibles, parce qu'on va aussi avoir évidemment pour la presse écrite, il va y avoir un enjeu particulier pour la maîtrise de l'écrit. Mais d'une part, on peut faire une autre section et avoir une maîtrise de l'écrit. Tout à fait, oui. Je ne suis pas en difficulté par rapport à l'écrit. Oui, ça, c'est moins évident que vous pouvez le penser. Oui, je suis trop optimiste. Oh, oui. Non, pardon. Globalement, c'est sûr que... Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la presse. Donc, ça, et donc, ceux qui se sentent moins de littéraire, ben, attends, et fini ma... Et puis par ailleurs, il y a aussi... Qui rentre tard, c'est pas grave. Il y a aussi... Et tu peux écouter parce que je demande quel type de formation il faut faire LES. Il peut y avoir, j'allais dire, un intérêt, une plus-value pour l'élève à avoir des compétences qui sont souvent des compétences moindres chez les journalistes. C'est-à-dire qu'avoir, par exemple, une très bonne compréhension ou une formation économique, c'est un profil qui va différencier un peu, qui va ouvrir à tout un secteur de presse pour lequel on sera potentiellement peut-être un peu moins en compétition que pour d'autres, que pour la presse quotidienne, que la presse. Donc avoir une compétence qui est une compétence spécifique par rapport à un profil qui tend, en plus, c'est ce que je disais rapidement, que les écoles ont tendance à uniformiser. C'est-à-dire qu'on voit une des principales difficultés actuellement pour les écoles de journalisme, c'est de limiter le nombre d'élèves qui sortent de Sciences Po. Parce que Sciences Po uniformise complètement. Prépare à une culture générale qui était
et suradapter les candidats au concours de recrutement des écoles de journalisme. Et donc ils se sont retrouvés avec des promotions qui étaient des promotions à 60-70% issues du même... Voilà. Et à ce moment-là, finalement, le profil un petit peu différent qui va différencier va devenir un atout. Et donc, ma deuxième question qui était corollaire, en fait, ceux qui font histoire des arts, par exemple, parce que chez nous c'est un secteur qui marche bien, ça peut être effectivement la petite différence qui ouvre tous les secteurs, par exemple chez vous, ce genre de... Oui, bien sûr. C'est quoi ta question, Mao? Ah non, je voulais juste déjà vous remercier pour votre intervention et vous demander, vous savez que nous moi je m'intéresse au journalisme et on fait un stage de seconde en fin d'année et je voulais vous demander si vous envoyez une lettre de motivation, un CV.